Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Charge Room où on va vous présenter les derniers décryptages de l'actualité depuis la dernière vidéo. Je suis donc en présence de Zadig, Gaïané et Loris. Bonjour. Et on va donc parler des derniers événements de l'actualité, avec en premier lieu quelque chose qui nous est arrivé, que vous avez peut-être vu déjà sur les réseaux sociaux, suite à la manifestation du 24 avril pour la reconnaissance du génocide arménien. Nous, on a décidé de participer, comme chaque année, et on a eu, comme chaque année, des petits problèmes avec la police qui n'a pas voulu que l'on rentre. Donc pour rappeler très rapidement le contexte, nous on voulait venir avec nos messages pour revendiquer, parce qu'on estime que pour commémorer, il faut revendiquer aussi, et que revendiquer c'est commémorer par la même occasion, les deux sont indissociables. On est donc venu avec nos propres messages, et ce n'est pas passé. Je vais laisser Loris expliquer peut-être plus en détail. Mais donc, on est venu dans l'après-midi du 24 avril sur la place du Canada, qui est l'endroit où se trouve la statue du père Komitas, qui est l'endroit de départ, on va dire, de la commémoration et de la manifestation du génocide des Arméniens. Et donc, comme chaque année depuis 3 ans, malheureusement, donc la police nous a bloqués avant qu'on rentre dans l'espace barriéré. D'ailleurs, c'est assez particulier qu'il y ait des barrières. Mais bon, la police nous a bloqués avant. Il semblait être à l'aise avec le fait qu'on allait arriver, quoi. On a eu 3 types de discours de la part de la police. On a eu l'adjoint quelqu'un qui avait l'air d'être l'adjoint du service qui défend le Premier ministre, qui nous disait, quand on protestait au fait qu'on nous bloque pour nos pancartes, banderoles et mégaphones, qui nous a dit « c'est votre communauté qui a pris les décisions, donc c'est bon ». Donc ça, c'est assez particulier, pour ne pas dire raciste, qu'on nous dise c'est votre communauté, comme si on était comptable de tous les choix de notre communauté, d'ailleurs comme si la communauté pouvait prendre un choix en tant qu'un seul homme. Bon, c'est la mentalité de ce policier, c'est son problème et pas le nôtre. Ensuite, on nous a dit, le commissaire de police nous a dit, tout ce qui est commémoratif, on accepte, tout ce qui est revendicatif, c'est interdit. Donc ça, c'est assez particulier, que ce soit quand même la police, donc qui représente aussi l'État, qui plus est un commissaire de police, qui décide de ce qui est bon ou pas bon pour la commémoration du génocide arménien. C'est dit comme ça, c'est une première. C'est malheureusement pas une surprise, c'est le revers de l'étatisation de la cause arménienne. Ensuite, un autre policier nous a dit que c'était celui du CCF qui avait fait la déclaration en préfecture qui a fait interdire les autres pancartes que celles du CCF. Donc ça aussi c'est grave, parce que bon, que la police prenne des ordres assez particuliers, c'est pas la première fois. Bon, le CCF, ça commence à devenir une habitude comme ça, mais bon, c'est pas... Bon, faut redescendre sur terre au bout d'un moment. Des gens qui avaient des drapeaux ont été interdits d'entrée, des gens qui avaient... quelqu'un, par exemple, qui avait une pancarte sur laquelle il y avait écrit « Je pleure mes grands-parents », interdit d'entrée, hein, pro-revendicatif. Alors, je sais pas ce qu'il va falloir dire. Bientôt, je pense que le mot génocide sera aussi trop revendicatif, je pense, ou de nommer la Turquie sera peut-être trop revendicatif. Si on écoute le discours d'ailleurs d'Edouard Philippe, c'était bien la direction qu'on est en train de prendre malheureusement. Dès qu'on a commencé à protester contre les officiers de police qui étaient là, 3 agents de la préfecture de police, c'est comme ça que s'appellent les renseignements entre eux, se sont mis à nous filmer, alors on les a filmés aussi. Évidemment, quand on les filme, ils détournent la tête, ils regardent les oiseaux dans les arbres. Bon, voilà, c'est ce genre de méthode de fichage qui est indigne, franchement, de la représentation du CCF, de la police, évidemment, mais ça, c'est comme d'habitude, et surtout un jour de 24 avril, quoi. Je vais revenir sur... pardon. On a décidé quand même de brandir nos pancartes à l'extérieur de ce cordon. Dès qu'on l'a fait, on était sur la place du Canada, mais à l'extérieur du cordon. Dès que la police nous a vu faire ça, c'est les CRS qui sont venus, qui étaient eux sur l'avenue un peu à côté, qui sont venus à une trentaine en tenue avec leur bouclier, nous repousser. Alors nous, on était assez pacifiques, on était pacifiques. Mais c'est eux qui sont venus nous repousser avec leur bouclier jusqu'à la rue François 1er. Donc même en dehors de la place du Canada, en dehors de la cérémonie du Premier ministre, quoi. Donc c'est pour vous donner un peu l'état d'esprit, quoi. Voilà. Certains manifestants sont bloqués, d'autres non. C'est comme d'habitude, malheureusement, depuis 3 ans, sur le 24 avril. Je vais revenir à ce qui s'est passé un peu plus tard.
Le discours du Premier ministre donc, était assez maigre pendant la commémoration. Le Premier ministre, Édouard Philippe, il y a encore début mars, hein, du 11 au 13 mars, sur son invitation est venue Madame Aliyev à Paris et en France. Donc c'est bien sur son invitation qu'elle est venue, c'est pas une visite de sa part ou l'invitation de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que la personne que l'État délègue pour venir à la commémoration du 24 avril, c'est la personne qui invite la première ministre, la vice-présidente d'Azerbaïdjan, première dame accessoirement, mais vice-présidente d'Azerbaïdjan. C'est ça qu'on dénonce, surtout ici, à Paris. C'était une bonne visite, étant donné que la vice-présidente d'Azerbaïdjan a rencontré donc, le Premier ministre Édouard Philippe, le ministre de l'économie, le ministre de la culture, le président du Sénat, deuxième personnalité de l'État, le président de l'Assemblée nationale, troisième personnalité de l'État, et Brigitte Macron, ce qui est assez étonnant, étant donné qu'elle n'a pas de mandat. Brigitte Macron, première dame ou épouse du président, n'est pas un mandat, encore heureux. Par contre, j'ai l'impression quand même que cet exécutif considère que c'est un mandat en Azerbaïdjan, du coup délègue Brigitte Macron pour rencontrer Madame Aliyev. Donc c'est assez fort de café. Ça, on l'avait dénoncé hein, déjà lors de la dernière émission, ce genre de choses sur les réseaux sociaux. C'est quand même assez particulier. Depuis le dîner du CCF, il y a eu le dîner du CCF où beaucoup se sont gargarisés d'avoir eu la commémoration du 24 avril comme journée officielle, ce qui en soi n'a pas changé grand-chose, si ce n'est que ce qui est de l'ordre revendicatif est maintenant interdit. Juste après, donc quelques jours après, quelques semaines après, c'est l'exécutif azerbaïdjanais qui vient en France et qui est reçu en grande pompe. Voilà. Je vais revenir aussi sur la maire du 8e qui était présente le 24 avril donc dans le carré VIP, ce qui est appelé le carré VIP. Oui, on parle bien de la commémoration du génocide arménien. La maire du 8e qui a fait la propagande de la fondation Aliyev, en relation d'ailleurs avec, qui a fait venir aussi elle, la vice-présidente de l'Azerbaïdjan dans son arrondissement, le 8e arrondissement, qui est pourtant invitée au dîner du CCF, qui est pourtant invitée au 24 avril, qui est pourtant invité au ravivage de la flamme sous l'Arc de Triomphe le 23 avril. Donc en fait, voilà. Ainsi que Jacques-Marie Lossian d'ailleurs, dont on avait parlé à la dernière émission. Donc il faudrait savoir réellement où est-ce qu'on va. Je rappelle que le CCF n'a pas pour vocation d'avoir le monopole sur sa commémoration. On ne commémore pas le CCF le 24 avril. On commémore les victimes du génocide arménien et la perte de nos droits à partir du 24 avril. Donc voilà, il serait bon de savoir où on va, se questionner. Nous, on avait fait un cortège assez dynamique, dont on est très fiers, qui avait comme tête de cortège une banderole sur laquelle était inscrit pour un 24 avril de lutte. Et je pense qu'il va falloir avoir encore plus de lutte lors des prochains 24 avril et après, évidemment après. Dernier événement, dernière parole assez choquante, c'est à la tribune du CCF, donc à la tribune du 24 avril, par allocation de quelqu'un du CCF, a été dit que, je n'ai pas les mots exacts, mais je ne me souviens plus des mots exacts, mais que Erdogan était une honte, alors jusque-là on est d'accord, hein, que la France ne peut pas donner de leçons à la Turquie et que Erdogan ne peut pas dire que la France a fait un génocide en Algérie et au Rwanda. Alors bon, qu'Erdogan dise ce qu'il veuille, c'est son problème, enfin c'est le nôtre aussi, mais on est là pour le combattre. Par contre, que nous, Arméniens, disions, enfin heureusement c'est pas moi, hein, mais enfin, c'est pas nous chaque jour, je veux dire, mais que certains, en tout cas une tribune politique, puissent dire que la France n'a rien à voir avec le génocide Tutsi au Rwanda, c'est du domaine de la honte, parce qu'on serait quand même plus avisé d'être dans la solidarité avec les Tutsis qui ont subi un génocide particulièrement malheureusement performant d'ailleurs en 1994, par la complicité de la République française, d'un président de la République, François Mitterrand, envers qui les représentations arméniennes n'ont jamais rien dit, bien au contraire. L'attitude de la France est une attitude négationniste vis-à-vis, toujours négationniste malgré les quelques petits progrès de l'ordre du symbolique d'ailleurs, ils ont eu leur journée de commémoration nationale aussi. Mais il n'empêche que l'armée française a combattu par les armes les forces qui arrêtaient le génocide en 1994, et que si la France est complice de génocide au Rwanda, et que c'est pas à nous de dire l'inverse. Et c'est pas parce qu'on veut se faire des bonnes relations
avec l'exécutif qu'on va devenir les laquais de la Ve République, quoi. Voilà, j'en ai fini pour ma part. Tu veux noter quelque chose, David? Je pense que Loris a tout dit. Et je pense que s'il y a quelque chose peut-être de ce 24 avril, c'est, comme tu l'as dit, c'est que commémorer, c'est revendiquer, c'est au cœur de l'action de Charjeux, il me semble, et des actions à venir pour les années à venir. Donc, pratiquement à ça. Ouais. Moi, je rappelle, pour aller sur la même ligne de ce que tu viens de dire, Zadig, c'est que jusqu'en 1981, les manifestations du 24 avril étaient interdites en France. Ce qui veut dire qu'il y en avait quand même, mais qu'elles se finissaient pour bon nombre des manifestants au poste de police. Bon, c'était une certaine période, une certaine époque. On est sorti de cette époque, ce serait quand même dommage qu'on y rentre par notre propre volonté, en tout cas par celle que prend la communauté. Voilà. Voilà, je pense que pour résumer un petit peu tout ça, ce qu'on dénonce également, c'est bien sûr la récupération de la manifestation du 24 avril par certaines institutions arméniennes qui, a priori, n'ont pas le monopole de la parole, d'autant qu'il n'y a pas eu d'élection ou quoi que ce soit et on n'est pas obligé d'être d'accord avec eux. Et également par l'État français qui, avec cette commémoration nationale, donc c'est très sympa, mais au final, décide de qui peut commémorer, qui peut revendiquer et comment il peut le faire. On va passer, je pense, du coup, sur un autre sujet, parce qu'on a d'autres sujets évidemment à aborder, et notamment il y a eu une conférence à l'INALCO en l'honneur de Atatürk. Gaïane, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Alors c'est une conférence qui s'est tenue mercredi 10 avril, donc à l'INALCO. L'INALCO qui est l'Institut national des langues orientales à Paris, dans le 13e arrondissement. Donc cette conférence, elle était intitulée Atatürk, naissance d'une république. Elle était co-organisée donc, par un centre de recherche de l'université, qui est le Centre de recherche Moyen-Orient Méditerranée, et par une association, donc l'association Les Amis d'Atatürk à Paris. Clairement, cette conférence avait pour objectif donc, de promouvoir les idées d'Atatürk à Paris, en Turquie, pardon, d'Atatürk. Donc, Atatürk est le surnom de Mustafa Kemal. On l'appelle Atatürk, donc il signifie père des Turcs. Qu'elle présente comme le fondateur et le premier président de la République en Turquie. Donc là, pour l'association, les idées qui ont véhiculé dans la conférence et qui véhiculent encore aujourd'hui sur Atatürk, et qu'il est un peu le symbole de la démocratie en Turquie, celui qui a instauré la laïcité, le droit de vote des femmes, qui a fait des réformes socioculturelles, donc qui a interdit la polygamie, développé l'industrie. C'est tout également sous son, on pourrait dire, mandat entre guillemets, qu'on a eu un passage de l'alphabet arabe à l'alphabet latin, du calendrier islamique au calendrier géorgien. Donc tout un tas de réformes qu'il a mis en place dans une volonté de moderniser son pays, un peu à la manière des républiques occidentales qu'on a aujourd'hui. Donc cet événement, nous, on dit, je le répète, que c'est une action de propagande donc pour les sympathisants du fondateur de la démocratie turque, j'utilise bien des guillemets, qui a du sang sur les mains. Donc effectivement, puisque cette république d'Atatürk est l'héritière directe donc du génocide des Arméniens, l'héritière directe du génocide des Arméniens perpétré sous l'Empire ottoman par le gouvernement jeune turc, mais également du massacre des Assyro-Chaldéens, du nettoyage ethnique des minorités en Turquie. Donc on pense aux minorités grecques et kurdes notamment. La République d'Atatürk a massacré, je vais revenir un petit peu sur les Kurdes, donc a massacré les Kurdes lors de bombardements systématiques en Turquie, en niant leur identité, donc les considérant comme des Turcs des montagnes, interdisant même leur langue, leur culte, leur culture. C'est cette même République qui est responsable des massacres dans le Dersim contre la population kurde alévi. Et cette République-là on peut le dire, est basée sur un nationalisme exacerbé qui ne laisse aucune place pour les minorités kurdes, grecques, arméniennes, notamment. Donc c'est également, ce qui peut paraître un peu paradoxal, une république qui ne laissait aucune place aux autres partis politiques, qui pratiquaient le monopartisme. Donc seuls les membres du parti d'Atatürk, donc le parti républicain du peuple, pouvaient être élus députés et être représentants en Turquie. C'est une république aussi, donc on dit laïque, enfin séparation de la religion et de l'État.
Or, dans cette fameuse république d'Atatürk, l'islam sunnite était non seulement la seule religion tolérée, mais en plus une religion dont on pouvait pratiquer le culte librement et qui se mêlait aux décisions prises au sein du gouvernement, au sein de l'État. Donc là, après, je souhaiterais poser une question, donc une question avec une réponse, une question rhétorique. Donc, comment est-ce que les amis d'Atatürk à Paris, comment est-ce qu'ils peuvent venir nous dire, organiser une conférence et nous dire que le régime prôné par Moustapha Kemal se définit comme une république, dès lors que c'est ce même régime qui réprime les libertés fondamentales, qui bafoue les droits de l'homme. Donc nous, chaque jour, on dit que le régime d'Atatürk, clairement, n'est pas une république. Et que ce régime de Kemal, celui d'Erdogan aujourd'hui, sont héritières donc, de l'idéologie de l'Empire ottoman. Donc, là, je vais employer un grand mot. Ce sont des dictatures liberticides et génocidaires. Donc, cette conférence sur le thème d'Atatürk organisée par les amis d'Atatürk à Paris, donc l'ADAP, fut organisée dans un but bien précis. Donc, c'est une action de propagande donc, en faveur d'une figure, Moustapha Kemal, une figure d'un nationalisme parmi les plus violents et toujours actif aujourd'hui de l'histoire. Au passage, je souhaiterais signaler aussi que l'ADAP, qui est assez proche, une association assez proche de la France, qui souhaite, qui ont des liens plus ou moins de sympathie avec les politiques des deux associations françaises notamment. Donc l'ADAP souhaite également que soit construit un monument dédié aux fondateurs de la République turque dans la capitale, ici à Paris. Voilà, on pourra en débattre après si on veut, mais on vous laisse avoir votre propre opinion là-dessus. Et donc en réponse à cette conférence, donc nous, Chajoun, qu'est-ce qu'on a fait? Donc on est venu sur place le jour même, le soir, juste avant la conférence, pour distribuer des tracts, pour que les spectateurs, donc ceux qui viennent assister à la conférence, on avait un public assez varié, donc des étudiants comme des personnes externes à l'INALCO, donc pas seulement des étudiants, des gens qui travaillent dans le milieu professionnel. Donc pour que ces personnes-là, le public, soient informés de ce qu'était la République d'Atatürk et ne repartent pas de l'événement en n'ayant qu'une seule facette de l'histoire en tête. Voilà, je pense qu'on peut effectivement insister sur quelque chose, c'est que on n'est pas là pour lutter contre la liberté d'expression quand on critique cette conférence. On ne dit pas il ne faut pas parler d'Atatürk. On dit si on en parle vraiment. On ne donne pas juste une façon d'histoire, effectivement, comme tu l'as dit, montrer une seule facette, mais bien montrer l'ensemble et la partie la moins sympa, c'est toujours celle qu'il faut bien. Oui, parce qu'on n'est pas de l'ordre c'était pas une conférence sur l'héritage d'Atatürk, c'était une conférence de propagande. Exactement. C'est ça qui est choquant. Dès lors qu'il y a une association qui s'appelle Les Amis d'Atatürk, il faut s'inquiéter. Évidemment, je pense que si une association qui s'appelait Les Amis de Mussolini faisait une conférence, pas une alco, parce que c'est pas une langue orientale, italien, mais d'un institut du même genre, j'espère que ça ne passerait pas. J'espère, malheureusement, ça a plus de chances de passer maintenant qu'il y a 10 ans. Mais j'espère que ça ne passerait pas et ce serait de même du scandale. Il faut aussi s'interroger sur la responsabilité de l'INALCO là-dedans. Quand on était là-bas pour distribuer des tracts, on a vu quand même une bonne partie des gens qui depuis 10 ans militent contre la reconnaissance du génocide arménien pour la Turquie, qui font de la propagande sur la question de la démocratie en Turquie, même quand c'est Erdogan au pouvoir, notamment le président du centre culturel Anatolie, et lui et ses amis qu'on a déjà vu dans tout un tas de conférences de propagande aussi, évidemment. Voilà, tu veux ajouter quelque chose? Très bien, du coup on va passer à encore un autre sujet. Évidemment l'actualité a été assez riche et Yanné, tu vas peut-être pouvoir nous en parler également. C'était à propos du village arménien? Oui, c'est ça, donc le village de l'Arménie qui a été organisé par le GAB et qui a lieu le week-end du 23-24 mars dernier, donc place du Panthéon à Paris. Le GAB, juste pour mon petit rappel, c'est une association arménienne qui aujourd'hui, on va dire, œuvre plus essentiellement pour la
la valorisation, pour la promotion de la culture arménienne, on va dire, en France. Il s'agissait, cet événement, l'organisation de ce village, a eu lieu dans un but de... C'était un événement très culturel, il n'y avait pas de but politique en soi, c'était vraiment pour promouvoir la culture arménienne en France, dont la diaspora, comme vous le savez, est très nombreuse. Et donc, lors de ce village, on avait plusieurs stands présents, tout autour, qui étaient regroupés tout autour de la place du Panthéon. Donc des stands de vente de nourriture, des stands de vente de livres, d'artisanat d'art, également une compagnie aérienne touristique qui faisait les promotions de vol Paris-Yerevan. Et un autre stand qui a attiré mon attention, un stand sur le Haut-Karabakh, qui a été mis en place par ce stand mis en place par le Cercle d'amitié France-Alsace et qui présentait une exposition photo prenant la forme de 5 grands posters avec photos et textes descriptifs sur le Haut-Karabakh. Les photos ont été prises par, ça j'en reviendrai un peu plus tard, je développerai un peu plus tard, par un photographe français, Yvan Travert, et les textes rédigés par Patrick Boitet, qui est rédacteur en chef chez France 2. Juste pour définir très rapidement, le Cercle d'amitié France-Alsace qui dirigeait ce stand est on va dire un organisme, on ne peut pas vraiment parler d'organisme, mais un cercle qui a, on va dire, une visée plus ou moins représentative, ils ne sont pas vraiment dans l'action. En gros, leur but, on va dire, leur credo, est d'apporter un soutien diplomatique, en vue de trouver une solution politique au conflit qui a lieu actuellement au Haut-Karabakh. Je reviendrai un peu plus tard, j'expliquerai en quoi consiste ce conflit notamment. Le Cercle d'amitié France-Alsace est composé d'élus, de maires, de sénateurs, de politiques français, et ils ont également un rôle de promotion diplomatique, de promotion des échanges, soit des échanges culturels, entre la France et le Haut-Karabakh. Le Haut-Karabakh, qui est aujourd'hui, on appelle cette république l'Artsakh, qui est une république autodéterminée, autoproclamée, située sur le territoire azerbaïdjanais, une enclave arménienne en Azerbaïdjan. La population y est de culture et de langue arménienne. On compte à peu près 95% d'Arméniens pour une population de 148 000 habitants. Durant l'URSS, sous Staline, le Haut-Karabakh a été intégré à la République socialiste soviétique d'Azerbaïdjan. À la chute de l'Union en 1991, les Karabakhtis, les habitants du Haut-Karabakh, ont voté à majorité, via un référendum, l'indépendance de leur territoire, qui fut proclamée le 2 septembre 1991, devenant ainsi la République du Haut-Karabakh. Suite à cette proclamation, cette autoproclamation, qui n'a évidemment pas plu à l'Azerbaïdjan, puisque le Haut-Karabakh lui appartenait sous le régime stalinien. L'Azerbaïdjan va déclarer la guerre à cette république dans le but de pouvoir récupérer le Haut-Karabakh et va suivre une période de conflit armé qui se poursuit encore aujourd'hui sur le territoire du Haut-Karabakh, avec l'Azerbaïdjan qui revendique toujours le rattachement de ce territoire, de cette république. Va être mis en place en 1994, il me semble bien, un cessez-le-feu dans la région, et malgré la mise en place de ce cessez-le-feu, l'armée azérie ne va cesser de violer jusqu'à encore aujourd'hui. Je pense notamment en 2016, on a eu des conflits assez violents, notamment une guerre qu'on a appelée la guerre des 4 jours, qui a fait 350 morts dans les deux camps, tant du camp azéri que du côté arménien, puisque les troupes arméniennes soutiennent le Haut-Karabakh dans la région. Ce cessez-le-feu, il a été mis en place par un groupe qu'on appelle le groupe de Minsk. Le groupe de Minsk qui a été mis en place par une organisation internationale, le SCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. C'est un groupe qui a été mis en place en vue de tenter de trouver une solution pacifique à la résolution de ce conflit au Haut-Karabakh. Parmi les coprésidents de ce groupe de Minsk, on a 3 pays,
donc la France, les États-Unis et la Russie, qui viennent un petit peu chapeauter, on va dire, ce groupe. Donc en plus évidemment de la présence de l'Azerbaïdjan qui est présent dans ce groupe, l'Arménie, et aujourd'hui une 8aine d'autres pays, dont la Biélorussie, l'Allemagne par exemple. Donc aujourd'hui, la situation au Karabakh est encore très tendue. Donc très récemment, fin mars, on a eu plusieurs rencontres entre le Premier ministre actuel arménien, donc Nikol Pachinian, et Ilham Aliyev, donc président d'Azerbaïdjan, en vue de négociations pour un processus de paix dans la région. Or, ces négociations, on va dire plutôt ce monologue de Pachinian, puisque Aliyev ne l'a pas écouté, si on peut parler de pourparlers aussi, ont été inefficaces et n'ont eu aucune utilité. Donc, pourquoi ? Parce que on parle de résolution du conflit au Karabakh. On avait la présence certes de l'Arménie, de l'Azerbaïdjan, de la France, de la Russie et des États-Unis, donc co-président du groupe de Minsk, qui était présent à ces négociations, mais aucun représentant du Haut-Karabakh n'était présent. Et donc, parce qu'on ne voulait pas justement que le Haut-Karabakh soit présent, soit représenté lors de ces négociations. Donc comment est-ce qu'on peut avancer, essayer de trouver une solution à ce conflit si le pays lui-même qui est concerné par ce conflit n'est pas présent, n'est pas représenté lors de ces négociations. C'est totalement absurde. Pour revenir au stand qui était présenté lors du village, donc le stand, on va dire, avait pour sujet se focaliser plus sur le contexte culturel et social aujourd'hui au Karabakh. Donc certes, on a un conflit armé au Karabakh, qui est un conflit quotidien, mais le Karabakh n'est pas seulement un conflit. Donc, ce que voulait montrer le stand via cette exposition photo, c'est que le Karabakh est un territoire très riche, donc de par son histoire, ses ressources naturelles, sa culture, mais aussi un territoire qui se modernise à une très grande vitesse. Donc là je parle de Haut-Karabakh, on utilise aussi le mot Artsakh aujourd'hui pour parler de la République du Haut-Karabakh. Donc Artsakh, c'est le nom de la nouvelle République qui a été choisie en 2017, donc via un référendum, qui a eu lieu en 2017. Et pourquoi le nom d'Artsakh ? Parce que l'Artsakh était le nom de la 10e province, donc du royaume d'Arménie. Ce qui démontre bien la volonté aussi des Ralapartis, donc les Artsakhites aujourd'hui, d'affirmer leur identité arménienne. Donc les 5 panneaux photos qui étaient présentés ici, au stand du village, proviennent de l'exposition Artsakh, l'âme du pays. Donc c'est un reportage photo qui a déjà été présenté en France, donc dans certaines villes de diaspora, donc à Villeurbanne, Valence, Décines-Charpieu, Sarcelles en 2017 et Alfortville et Compiègne en 2018. Donc le photographe Yvan Travert est originaire du Cotentin et il travaille en tant que reporter photo depuis plus de 50 ans. Et son travail à lui porte essentiellement sur les minorités et les peuples aux identités fortes qui sont considérés, à tort bien sûr, comme pouvant être amenés à disparaître. Et donc son intérêt s'est porté sur l'Artsakh qu'il ne connaissait absolument pas jusqu'à ce reportage photo. Et ce qui l'a intéressé, c'est de la manière dont le peuple, les Ralapartis, les Artsakhites, qu'on pourrait croire en péril, en voie d'extinction entre guillemets, si vous me permettez cette expression. Donc à la manière dont ce peuple tend à se moderniser, tout en préservant son identité forte et ses traditions historiques locales, malgré le conflit auquel ils font face. Si je reprends un petit peu là c'est quelque chose qui m'a un petit peu fait sourire. Donc ce que disent les autorités artsakhites du pays, c'est que c'est un pays qui pour eux est sans risque, malgré le conflit armé. C'est ce qui m'a fait un peu sourire. Donc ils nous disent qu'il y a une délinquance quasi inexistante, donc avec une population, donc les Artsakhites, fiers de leur tradition, de leur culture, qui tend à se moderniser et qui veut justement prouver qu'elle peut être indépendante et avoir un rôle de poids dans la région, sur le territoire. Donc c'est un territoire qui dispose de nombreux atouts. Donc culturellement,
l'Alsace a un très fort potentiel touristique. Donc, depuis 10 ans, entre 2008 et 2018, on a une multiplication par 7 du nombre de touristes. Donc c'est un pays qui tente d'attirer toujours de plus en plus de touristes sans pour autant tomber dans le tourisme de masse qu'on connaît aujourd'hui dans certains pays, dans certaines régions. Donc je pense en Europe par exemple à la Croatie, au Portugal, qui connaissent un afflux massif de touristes qui n'était pas le cas il y a quelques années. L'Alsace veut attirer des touristes, mais pas trop, pour pouvoir continuer à préserver son patrimoine naturel et culturel notamment. Un autre atout majeur de ce territoire est son économie. On a eu un taux de croissance de 10% en 2017, donc plus qu'en Arménie, avec ce qui peut être dû notamment à l'exploitation de mines d'or, de cuivre, de charbon. Donc, ce qui m'amène à parler d'un autre atout de l'Alsace et son territoire. Donc, on a la culture de la bio, donc la culture biologique qui est développée depuis un certain temps, ce qui permet une très bonne qualité, un très bon rendement des produits. Donc les produits alimentaires, les fruits, les légumes, la vigne, le miel, etc. Mais l'Alsace investit aussi dans le développement des énergies renouvelables. Avec la construction de centrales hydrauliques, le pays est devenu autosuffisant en énergie, revendant même de l'électricité à l'Arménie. Et un dernier atout majeur du territoire, donc la population, donc la jeunesse de la population. On a un tiers des Alsaciotes qui ont moins de 19 ans. Et donc c'est un pays dans lequel l'éducation est on a un très bon apprentissage des langues du point de vue de l'éducation. Outre le russe, donc les petits Alsaciotes apprennent dès leur plus jeune âge l'anglais et le français. Donc ce qui témoigne aussi d'une volonté du pays donc de s'ouvrir à l'international. Et on a également une très grande importance donnée à l'accès à l'apprentissage de la culture pour tous dès le plus jeune âge, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui en France. Je pense à certaines banlieues qui sont délaissées, certains territoires ruraux où l'accès à la culture n'est pas forcément présent. Donc en Alsace, on compte un grand nombre d'écoles de musique, de danse, de peinture. Et vous l'aurez compris, si je parle de l'Alsace aujourd'hui, c'est qu'il y a des liens très importants de coopération entre la France et l'Alsace. Donc on a un nombre assez important d'investisseurs, donc français d'origine arménienne, mais également d'Arméniens, qui œuvrent pour la création de structures en Alsace, non pas seulement au seul but de faire du profit, mais également pour pouvoir contribuer à faire en sorte que les jeunes ne quittent pas le pays, puissent y rester, donc travailler et y vivre, et donc tout en contribuant au développement économique et aussi à la perpétuation et à la continuité des savoir-faire locaux dans le pays. Donc juste pour donner deux petits exemples de structures qui ont ouvert ces 10 dernières années et qui vont dans ce sens-là. Donc l'école Toumo, qui est une école de création numérique, qui a ouvert à Yerevan puis en Alsace et qui a l'année dernière, en 2018, également ouvert une antenne à Paris, dans le 1er arrondissement. Donc cette école Toumo, elle est gratuite pour tous les jeunes adolescents, on va dire de 12 à 18 ans. Et donc malheureusement, elle est victime de son succès aujourd'hui, il y a très peu de places. Il faut attendre un petit moment, donc les places vont s'ouvrir. Donc c'est une école qui permet aux petits Alsaciotes et aujourd'hui aux petits Parisiens, donc après l'école, de pouvoir se rendre dans des locaux qui sont équipés avec des logiciels, des appareils de pointe, dans l'imagerie numérique, donc dans toutes les nouvelles technologies, donc concernant les logiciels 3D, les logiciels de photogrammétrie, donc ce genre de choses, et ainsi apprendre les métiers du numérique. Donc un autre institut a ouvert, donc cette fois-ci seulement en Alsace, à Chouchi précisément, en 2015. Donc on a assisté à l'ouverture de la première école professionnelle, Yeznik Mozian, donc du nom du donateur, du mécène de l'école, et dans laquelle les élèves, donc aujourd'hui on compte 450 élèves, donc garçons et filles, peuvent apprendre les métiers du bâtiment et les métiers de la maintenance. Quand je parle de métiers du bâtiment, c'est des métiers de la taille de pierre, de la charpenterie, de la menuiserie, mais également on a aussi des filières électricité, chauffage, plomberie. Alors, on a des filles dans cette école, mais certaines filières leur sont encore fermées aujourd'hui. Donc ça, il faut attendre un petit peu que, bien sûr, les mentalités évoluent aussi dans la région. Les filles ne peuvent pas, aujourd'hui, prétendre à la filière taille de pierre. Mais je pense que d'ici quelques années,
on verra très certainement des jeunes filles, des jeunes femmes tailler la pierre en Arménie. Je suis assez confiante là-dessus. Donc à travers son reportage photo, donc Yvan Travert a voulu nous montrer que l'Artsakh, justement, est un pays donc, qui, sans devenir une minorité en péril, est une société qui s'organise, qui se modernise, qui veut rester de culture arménienne et qui tend à perpétuer, tout en se modernisant, ses traditions et ses savoir-faire locaux. Donc, juste, outre ce petit reportage photo qui est organisé, donc les panneaux photos qui étaient là, on avait, c'était sur un des côtés du stand, donc sur un petit écran, donc était diffusé en boucle un petit court-métrage qui durait 3 minutes, qui a été réalisé par Hule Keshishian, donc une étudiante en droit qui a fait des études de dessin, qui a une formation de dessinatrice. Donc petit documentaire qui s'appelait Petit film, qui s'appelait Artsakh, j'écris ton nom, et qui présente de manière très pédagogique et très ludique, j'ai trouvé, ce que c'est que le Haut-Karabakh, ce que c'est que l'Artsakh. Donc Hule a également réalisé, donc il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps que ça, un petit, pareil, sous le même format, un petit film animé de 2 minutes cette fois-ci, qui nous explique le conflit du Haut-Karabakh, donc le conflit de l'Artsakh aujourd'hui. Donc si vous voulez, on pourra peut-être mettre le lien de sa vidéo qui est sur la page YouTube, que vous pourrez aller voir sur notre page Chajon. Oui, on le mettra dans le lien aussi dans la description de la vidéo. Je pense que c'est bien de revenir effectivement sur un peu cette sorte de dynamisme en Artsakh, parce que c'est vrai qu'on en parle souvent pour la guerre. Et au final, je ne vais pas dire que c'est un territoire coupé du monde, mais c'est quand même un territoire qui n'est pas facilement relié au reste du monde. Ouais. Déjà d'un point de vue géographique, parce que c'est relié des montagnes. D'un point de vue géographique, on a seulement 2 routes aujourd'hui qui nous permettent d'accéder à l'Artsakh. Là, on a un aéroport, mais qui reste fermé. Pour des raisons diplomatiques, l'Azerbaïdjan ne veut pas que des avions survolent le territoire du Haut-Karabakh. Et effectivement, on a 2 routes qui nous permettent depuis Yerevan d'y accéder. Le temps de trajet est de 6 heures, c'est ça? Plus ou moins, ouais. Donc c'est pas facile de se développer dans ces situations, et il y a quand même des aspects positifs que c'est bien de souligner également. Il y a de la volonté. Il y a de la volonté, et des résultats. On va revenir rapidement sur quelques petits événements en dehors de l'Arménie, parce qu'on aime bien sortir un petit peu du cadre purement arménien. Dans la dernière vidéo, on avait mentionné le Soudan. Il se trouve que depuis, la pression populaire a fait que le dictateur en place, Omar el-Béchir, a quitté le pouvoir. Maintenant, les manifestations continuent parce que les militaires veulent mettre un militaire en place. La pression de la rue veut que ce soit un gouvernement civil. Encore une fois, on n'est pas là pour dire aux Soudanais ce qu'ils vont faire, ils le savent beaucoup mieux que nous. Mais on est quand même très content de voir que cette mobilisation qui durait depuis le mois de décembre a apporté ses fruits au moins en partie. On a également parlé sur la page Facebook, on a relayé des messages liés aux manifestations en Algérie. On n'en avait pas parlé dans la dernière vidéo, mais là aussi, le peuple algérien a réussi à obtenir des résultats face au régime autoritaire qui est en place là-bas. Donc évidemment, on est solidaire de ces luttes, on n'est clairement pas là pour donner des leçons aux autres, mais on est solidaire des gens qui se battent, et on souligne surtout quand il y a des résultats comme ça qui sont mis en place. Bien évidemment, il y a d'autres peuples qui continuent à être en lutte. Je ne peux pas faire la liste complète, mais juste pour l'anecdote, j'ai vu lundi dernier que c'est des Comoriens en France qui manifestaient contre le régime qui devient de plus en plus autoritaire là-bas. Et effectivement, pour l'anecdote, l'année dernière, on était au salon anticolonial, à côté du stand des Comores. Donc c'est pour ça que j'ai tiqué et que je souhaitais pouvoir en reparler ici même. Et effectivement, ça nous touche, nous Arméniens, en tout cas ça doit nous toucher, nous Arméniens, et ça nous touche, nous, chez Charjoum, ces peuples en lutte, parce qu'il y a exactement 1 an, c'était les Arméniens qui étaient dans la rue pour protester contre Serge Sarkissian. Alors il y a exactement 1 an, Serge Sarkissian venait de quitter le pouvoir, mais Nicole Pachinian était encore dans une situation instable et on ne savait pas exactement ce qui allait se passer. Est-ce que, Zadig, tu peux nous faire, sommairement évidemment, mais un petit bilan des 1 an depuis la révolution de jour et ce qui se passe en Arménie maintenant? Oui, bien sûr, sans problème. Alors, évidemment, ne pas avoir un bilan exhaustif en 1 an d'exercice de pouvoir, surtout en ce qui concerne l'Arménie, le passé que ce pays a pu traverser.
mais on peut toutefois avoir une ligne un peu, je dirais, une ligne d'orientation politique à propos de Pachinian, et c'est ce que je vais essayer de vous présenter maintenant. Donc, en commençant bien sûr par les élections anticipées qui ont eu lieu le 9 décembre dernier, qui ont vu la victoire écrasante de l'alliance Monpa, Imkaïda, représentée par Nicole Pachinian avec 70%, et qui finalement consacrait la révolution, lui garantissant une majorité parlementaire écrasante, les 3/4 du Parlement, et avec des élections qui ont été saluées pour leur transparence par les observateurs internationaux de l'OSCE, présenté par Gagné juste avant. Donc, à propos de cette élection, ce qui peut être problématique finalement, c'est l'absence d'opposition parlementaire. Donc, bien sûr, personnellement, Charloun, je pense aussi, place toute sa confiance dans le nouveau gouvernement, mais reste à voir finalement ce qui va émerger de cette mainmise sur la politique arménienne, et c'est finalement un grand rôle qui va être donné à la société civile et aux médias pour finalement créer une opposition, si elle n'est pas parlementaire, qu'elle soit au moins dans la rue finalement. Si jamais contestation, il faut qu'il y ait. Donc je vais essayer de dresser un bilan provisoire de cette année. Et j'ai trouvé finalement dans un article d'un chercheur américain qui s'appelle Nerses Kopalian un terme qui donne un nom assez intéressant finalement à la ligne politique qu'a adopté Pachinian et son administration, à savoir le centrisme agressif, que je vais vous présenter maintenant. Donc l'idée de centrisme agressif à propos de la politique de Pachinian, c'est finalement un rejet des cadres théoriques traditionnels entre conservatisme et libéralisme. Donc ce serait plus, selon cette classe de gouvernants, adapté à un monde globalisé. Et c'est une idée assez en vogue finalement quand on pense à la flexibilité idéologique qu'ont pu adopter des gouvernants comme Macron finalement, qui flotte un peu entre conservatisme et libéralisme. Donc voilà, d'ailleurs, finalement, ce chercheur fait la comparaison entre Pachinian et Macron, donc en comparant moins finalement leur contexte que leur ligne idéologique, et c'est ce que je vais essayer d'étayer maintenant. Donc, bien sûr, c'est pas une raison pour ne pas aimer Pachinian comme on n'aime pas Macron. Les contextes sont différents et ce sont deux personnes tellement différentes, mais bon, la comparaison est quand même pertinente à mon sens. Donc, si on devait finalement pour étudier l'orientation politique de l'administration Pachinian, reprendre cette distinction libéralisme-conservatisme, on pourra présenter les choses comme ce qui suit, à mon sens. Donc en commençant en premier par le libéralisme, donc verbalement, on a du soutien envers les droits des handicapés, des discours pour la réduction de la pauvreté, pour l'éducation. Il y a un débat qui s'écrit autour des droits des LGBTQ, et en ce qui concerne les droits des femmes également, même si c'est à nuancer comme je vais vous le présenter. Donc on a Gohar Shahnazarian, qui est directrice du Centre pour le genre et les études de gouvernance à l'Université d'État de Yerevan, qui voit un changement positif en ce qui concerne l'engagement des femmes au Parlement, même si certains partis ne les impliquent qu'artificiellement. Nicole Pachinian a été questionnée sur le faible nombre de femmes incluses dans son gouvernement, donc une seule en l'occurrence, au travail et aux affaires sociales, et il a répondu que celle qu'elle avait contactée avait décliné. On pourrait être totalement scandalisé à mon sens si on ne connaissait pas l'Arménie, mais connaissant l'Arménie, je pense qu'on peut... C'est une explication qui peut être plausible compte tenu du nombre incalculable de pression qui pèse sur les épaules des femmes en Arménie, donc de la part de l'époux, de la part de la charge mentale finalement, si on pouvait regrouper un peu tout ce qui pèse, le sexisme ambiant, le manque d'opportunité d'avoir des qualifications, d'être vu comme ayant des qualifications, et le manque du coup qui en découle, le manque de confiance en soi en fait. Mais Gohar Shahnazarian a dit que c'était pas une bonne excuse de la part de Nicole, et a pointé finalement ce qui pourrait s'apparenter à un manque de volonté politique. Pourtant, il semble qu'il y a quand même une nécessité d'avoir des femmes en politique, et finalement, un autre problème, les violences domestiques, elles pourraient très bien être réduites si on changeait, si on abolissait, si on anéantissait les stéréotypes qui pèsent sur les épaules de la femme en Arménie, en les impliquant en politique, en montrant qu'elles valent autant que les hommes, et tacler les stéréotypes finalement. Avoir des femmes en politique, ça va dans ce sens-là. Pourtant en pratique, bon,
bien sûr, le gouvernement n'a été consacré qu'en décembre, donc reste à voir ce qui va arriver, bien sûr. Il faut lui laisser une chance, je pense. Hein. Mais bon, pour le moment, il y a peu de réformes, de réel choc social, même s'il y a quand même une certaine volonté, je pense. Et toujours dans l'onglet libéralisme, on peut parler d'une société civile qui est quand même soutenue. Le nouveau gouvernement, il voit finalement comme un devoir d'impliquer une société civile qui a découvert son pouvoir avec la Révolution. Le peuple en ville et en province, à différents degrés bien entendu, veut être impliqué. Et relativement à l'écologie, en mai 2018, Pachinian il a encouragé la société civile à inspecter les mines d'or, de cuivre, que compte l'Arménie pour une question de transparence. Bon, bien sûr, cette volonté, ces mots ne sont pas suffisants, mais c'est un bon signe. Et reste pourtant, voilà, maintenant, de la part du gouvernement organisé, donner des consignes. Bon, il peut y avoir un problème de compétence, mais il peut être réglé aussi. Pourtant, voilà, le risque du centrisme agressif, comme on parlait Nerses Kopalian, c'est finalement de bloquer les actions de la société civile destinées à alerter sur les enjeux locaux, et notamment environnementaux. On a entendu parler de ces blocages de routes pour les projets miniers, et finalement cette désobéissance civile qui a été un moyen pour la révolution d'aboutir, est vue maintenant comme du sabotage par le nouveau gouvernement. Bon, ce qui est un peu paradoxal finalement. On avait parlé, je te coupe 2 secondes, mais on avait parlé effectivement de Moussar et du blocage des routes dans la dernière vidéo, donc n'hésitez pas à la revoir ou à la voir si vous ne l'aviez pas vue sur voilà, tous les projets miniers en général. C'est un peu paradoxal finalement d'encourager la société civile à agir et en même temps de la bloquer. Et si je peux te couper, excuse-moi, on avait parlé à la dernière vidéo, c'est bien de demander à la société civile d'agir pour les mines pour avoir de la transparence, mais je rappelle que le président de la République d'Arménie, Ahmed Sarkisian, est lié économiquement à ceux qui exploitent la mine d'Amoussage. Donc, bon, voilà. Voilà, donc c'est plein de paradoxes. Et voilà, et le gouvernement par rapport à ça demande du temps. Demande légitime ou non, bon, reste à voir ce que le temps va dire, il est encore un peu tôt, mais il y a des signes. Donc vous avez parlé de choses que je voulais évoquer, donc je vais passer au volet... Désolé, vas-y. Mais sinon, vous l'avez dit mieux que je l'aurais dit, c'est très bien, ça m'arrange finalement. Mais on va passer au volet conservatisme. Donc, l'observation qu'on peut faire, c'est qu'au niveau social, l'administration Pachinian est assez ouverte, et étonnamment, enfin peut-être pas, mais en tout cas c'est saluable, c'est louable. En revanche, du côté économique, c'est ce qui peut y avoir de plus inquiétant. Inquiétudes qui sont peut-être un peu tôt pour être suivies d'action ou de... Comment dire, vous voyez ce que je veux dire. Mais disons, la ligne qu'on voit, qui pointe vers de l'austérité, fait se poser des questions, et notamment au niveau des taxes, mais j'en parlerai plus tard. Pour l'instant, on va parler au niveau de l'institutionnel et des purges anticorruption qui ont eu lieu et qui sont qu'on peut saluer, il me semble, puisqu'elles ont été très efficaces. Un des corps les plus corrompus de l'État, c'était la justice, d'où l'idée qu'il y a eu de créer une justice transitionnelle, avec des corps transitionnels de justice, pour guérir les corps de justice arméniens qui étaient très touchés par les régimes précédents. L'enjeu est fondamental. Il s'agit de rendre confiance envers les institutions, de rendre confiance aux Arméniens envers leurs institutions. Et la principale question que ça pose, c'est qu'il faut, l'exigence que ce mouvement demande, que ce mouvement a, c'est finalement de dépolitiser les mouvements de corruption, faire en sorte que les anciens bourreaux ne deviennent pas les victimes et que les juges ne deviennent pas les bourreaux non plus. Disons, au vu de l'opinion publique, je pense que c'est très important. Même si il faut absolument que ceux qui ont les corrompus et les anciens tricheurs soient vraiment punis. Et c'est une des responsabilités qui pèse sur le nouveau gouvernement et qui, à mon sens, est pas mal satisfaite. Donc il y a eu un regain de confiance d'ailleurs dans les institutions de la part des Arméniens et c'est encourageant. Il y a une véritable volonté politique qui est suivie d'action. C'est la première chose que pouvait faire le nouveau gouvernement. Au niveau économique, donc, on a eu vraiment des véritables signes après 100 jours d'investiture. Pachinian il a mis le focus sur la liberté d'entreprendre
l'égalité des chances face au travail, face aux opportunités, face à la loi et aux taxes. Donc le plan du gouvernement, de manière générale, c'est de construire une économie compétitive et inclusive, basée sur les exportations, sur une technologie high-tech avec des standards environnementaux irréprochables, et d'attirer les investissements. Mais bon, il y a un enjeu, c'est que la dette extérieure de l'Arménie, c'est 60% du PIB arménien, et qu'il faut avoir ces ambitions économiques et en même temps vouloir rembourser cette dette, c'est très ambitieux finalement. Et il y a le problème de l'immigration et notamment du brain drain, comme on l'appelle, où on a quand même beaucoup de gens qualifiés arméniens qui partent dans les autres pays et qui, selon les statistiques, ont tendance à y rester finalement. Donc le nouveau gouvernement, économiquement, il compte beaucoup sur les recettes fiscales et sur l'investissement. Recettes fiscales qu'il est capable d'avoir par la purge anticorruption, en se réappropriant les fonds qui ont été volés, et aussi en appliquant cette flat tax, cette taxe plate, qui est si polémique aujourd'hui, et qui veut finalement appliquer une égalité fiscale, une fausse égalité, puisqu'elle s'applique dans un pays qui a des disparités économiques. Une équité fiscale. Une équité, voilà. Dans un pays avec des disparités monumentales. Donc on a une opposition énorme entre la ville et la campagne, avec une pauvreté extrême dans certains coins de l'Arménie. Si on a une même taxe qui s'adresse à tout le monde, ça peut pas chiant de se priver de beaucoup de soutien. Si tu as des choses à rajouter là-dessus, Loris, je t'en prie. Non, mais c'est que pour le coup, moi je m'étais déjà exprimé sur la question économique de l'Arménie, pas spécialement du gouvernement, mais un peu quand même. Il y a 2 émissions de ça, de mémoire, en disant qu'il fallait que l'Arménie devait trouver sa voie, et économiquement, les traits. Sarkisian disait qu'il n'aimait pas les ismes, en parlant du libéralisme économique. Je pense que, encore une fois, les actes ne suivent pas forcément la parole, et que, oui, enfin, augmenter la TVA, c'est pas exactement la TVA, mais augmenter les taxes sur la consommation, c'est la chose la plus injuste. C'est-à-dire que les plus pauvres payent autant que les plus riches. Et si le projet qui était déjà lancé était de casser la progressivité de l'impôt sur le revenu, c'est doublement plus injuste, quoi. Bon. Il y en a un qui a essayé en France, ça fait 4 mois. Ça fait 4 mois qu'il y a du jaune dans la rue tous les samedis. Ce ne sera certainement pas la situation en Arménie, mais ça fait pas bon, ça fait du mal au peuple qui continue de s'en aller. C'est clair. Ouais. Et si je peux enchaîner avec un autre sujet qui est un peu proche de celui-ci, c'est le droit du travail, qui est quand même dramatique en Arménie. On a le chômage de masse qu'on trouve en Arménie justifie concrètement des conditions de travail qui sont déplorables et des abus. Et on a un manque de syndicats indépendants et de cours prud'homiales, peu d'inspection des droits du travail, donc ça crée un climat assez délétère au niveau du droit du travail en Arménie. Le nouveau gouvernement n'a pas fait de changement de réforme majeure, il a juste créé des agences d'État d'inspection du travail qui sont encore très fantomatiques un peu. Et les intérêts des investisseurs semblent un peu prévaloir sur les intérêts des travailleurs. En juin 2018, il y a eu des amendements dans le Code du travail qui allaient potentiellement bénéficier au dialogue entre patrons et travailleurs qui ont été retirés de l'agenda purement et simplement. Et en Arménie, on a encore des abus du travail tels que les emplois qui sont sans contrat, basés sur des contrats oraux, des contrats avec des salaires réduits pour éviter des taxes plus élevées, signature de contrats temporaires sans justification, des heures sup non payées. Bref, c'est un peu dramatique. Bon, sur le plan international, on a aussi un centrisme qui est assez affirmé. Le sentiment latent anti-russe en Arménie inquiète les Russes. Et souvent, en ce qui concerne la Russie, la démocratisation de ces anciens États satellites a signifié affirmation de souveraineté et un sentiment anti-russe du coup. Donc ça ne leur plaît pas. Donc la Russie a réitéré son partenariat avec l'Arménie, mais attaque cette ingérence américaine dont elle a parlé quand elle a évoqué cette visite des États-Unis en Arménie, où il a été question de vente d'armes et de sanctions contre l'Iran de pression. Et l'Arménie a minimisé ces déclarations, où il a affirmé qu'il n'y avait pas de vente d'armes prévue et qu'elle allait garder une relation étroite avec l'Iran.
Mais bon, malgré tout, le nouveau gouvernement salue la présence militaire russe sur le territoire arménien, toujours 5000 militaires, un équipement lourd, et a voté en décembre 2018 contre une résolution de l'ONU qui condamnait l'occupation de la Crimée par la Russie. Donc, sur le plan international, on a un certain statut médiateur qui reste aussi revendicateur d'une certaine indépendance. Donc, ça me semble assez louable, ça peut se débattre, bien sûr. Bon, sur la question de l'Artsakh, Pachinian a essayé de mettre Stepan Ankert, mais au centre de négociation, ça n'a pas marché. Voilà, et au niveau de la diaspora, comme vous le savez, le ministère de la diaspora a été supprimé, mais c'est parce qu'il fondait finalement un système de corruption qui était prégnant sous l'Ancien Régime. Reste à trouver peut-être des moyens de créer un lien entre les diasporas et les institutions arméniennes, à le définir, mais je pense que c'était un geste louable de supprimer ce ministère qui ne servait finalement à rien du tout. Donc je pense que pour conclure à ce niveau-là, on peut dire que c'est vraiment en demi-teinte le bilan de Pachinian. Sur le volet social, il y a une certaine volonté politique qui est louable, qui peut faire des avancées majeures. Mais sur le plan économique, il va falloir faire attention. Il va falloir que la société civile soit mobilisée s'il y avait des droits à défendre ou des droits à revendiquer. Et je pense qu'il me semble qu'en Arménie, c'est l'occasion de développer un modèle économique qui soit sur mesure, compte tenu des nombreuses capacités qu'a le pays. Importer un modèle politique d'austérité d'Europe, ça n'a aucun sens. Surtout que ça n'a jamais fonctionné en Europe. Voilà, typiquement. Mais je pense qu'en Arménie, compte tenu de l'implication qu'ont eu les provinces dans le mouvement révolutionnaire, c'est l'occasion aussi de développer, d'impliquer les collectivités locales en politique, les impliquer dans les institutions locales, régionales, nationales, et pourquoi pas finalement profiter du sentiment que chacun a eu de participer à bâtir le pays en se levant en avril 2018 contre la dictature, pour instaurer des instances participatives de démocratie, afin que la société civile propose et débatte, pour que la révolution arménienne reste la sienne, celle des Arméniens et pas celle de parti. Bon, pour vraiment quelques mots pour terminer, il me semble que la révolution n'a qu'un an et que Pachinian n'a acquis sa majorité parlementaire qu'en décembre. Je pense que il faut lui souhaiter de faire de bons choix à l'avenir, de réviser ceux qui sont les plus dangereux et puis de lui souhaiter du courage, je pense. Voilà. Beaucoup de courage, oui. Et effectivement, sur la révolution de velours, précisément, on va faire une présentation de ce livre ici présent, Chronique de la révolution arménienne par Setam Avian. La présentation du livre, donc, qui sera par Setam Avian elle-même, aura lieu le 22 mai, si je ne me trompe pas. Et évidemment, on repartagera sur les réseaux sociaux et vous êtes les bienvenus pour venir voir et vous aurez les informations au fur et à mesure. Et je veux juste faire un tout petit rappel par rapport à Pachinian lui-même, parce que ça m'est déjà arrivé qu'on nous dise, Charjoum, vous êtes ceux qui sont pro-Pachinian. Non, on n'est pas pro-Pachinian. Quand le peuple soutenait Pachinian contre Serge Sarkissian, oui, on soutenait le peuple arménien qui soutenait Pachinian, mais à aucun moment on a dit on est pro-Pachinian, et on sera les premiers à le critiquer quand il y aura des choses qui ne devront pas passer. Et je pense que déjà là, on lui a laissé un an de répit entre guillemets. On a fait le bilan ici. Il y a du positif qu'on reconnaît, il y a du moins positif. Je pense qu'au bout d'un an, on commence à voir les grandes lignes, et maintenant, s'il faut le critiquer, on sera les premiers à le critiquer. En Arménie, les militants aussi mettent des critiques, et c'est ce que tu disais, David, c'est logique et normal qu'il y ait une opposition dans la rue et au Parlement d'ailleurs. Oui. Dans la rue. Éventuellement dans la rue, mais en tout cas dans la société civile et au Parlement, parce que c'est un signe de démocratie. Sinon, ce serait inquiétant. Bien sûr, c'est un peu les fruits de la révolution, cette mobilisation. Bien sûr. Si on pouvait donner une image. Voilà pour cette vidéo. Je ne sais pas si quelqu'un veut ajouter un dernier point. Moi, j'avais quelque chose à ajouter. Ouais. Ça reprend un peu ce que Zadig a dit. Pour les travailleurs en Arménie, étant donné qu'on est aux alentours du 1er mai, on leur souhaite à eux, et même vraiment bien à eux, beaucoup de réussite, parce que c'est assez difficile pour eux. Rappelez que c'est eux qui produisent toute la richesse de ce pays. C'est eux qui l'ont produite, c'est eux qui la produisent. Et depuis 2011, le fruit de leur travail dépasse largement la moyenne de leur salaire, ce qui veut dire qu'il y a énormément d'inégalités dans ce pays. Et espérons par la suite que la nouvelle Arménie qu'on nous avait promis ne soit pas un pays où on peut exploiter son compatriote encore plus facilement et légalement qu'avant. Voilà. Donc on
pense à eux, parce qu'il faut penser à ceux qui luttaient sur place. Donc, les travailleurs d'Arménie, évidemment, ils luttent tous les jours, parce que c'est pas facile pour eux. Voilà. Merci d'avoir regardé, écouté cette émission. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, et de suivre l'actualité sur notre site. Merci. Merci. Merci.